la méditation et les 3 règles d'or. Lors des premières heures du jour, Tao dut faire face à l'interrogation grandissante de ce que l'on pouvait bien faire avec la méditation. Étant donné que ce rituel durait de nombreuses heures journalières, il lui fallait trouver le moyen de savoir quoi faire et comment le faire. Il consulta donc Maître Feng et lui demanda d'abord des nouvelles de Lao Tse-Ming, toujours invisible. Tao pensait que Lao Tse avait quitté le temple et que Maître Feng faisait semblant de lui faire croire qu'il dormait. Il est vrai que Lao Tse est en sommeil et que nous devons attendre que ses forces réintègrent son corps afin de connaître le chemin. Tu dois savoir que c'est toi l'être attendu pour la destinée du temple. Lao Tse l'a vu dans sa dernière méditation. C'est pour cela que tu as le devoir d'apprendre, d'écouter et de te mettre en action. Tao avait beaucoup de mal à comprendre comment il pouvait être l'élu en étant beaucoup plus petit que tous les disciples, bien moins expert en technique de combat, sans aucune pratique spirituelle et ne comprenant toujours pas le sens de la méditation. Encore qu'il se disait en son fort intérieur qu'il se sentait capable d'apprendre le maniement du sabre ainsi que les techniques de combat, qu'il pouvait lire dans les livres, mais la méditation était un élément qui lui paraissait complètement farfelu, voire même un peu inutile, vu que le temps passé à méditer ne pouvait par conséquent pas être utilisé à s'entraîner. C'est donc naturellement que Maître Feng prit le temps de s'asseoir quelques instants avec Tao en dégustant un thé au jasmin et des petites galettes de riz. Je crois qu'il est temps pour toi de découvrir ce qu'on appelle ici la méditation. Vois-tu mon garçon, distrait de notre être véritable, nous gaspillons d'ordinaire notre vie en occupations sans fin. La méditation, en revanche, est la voie qui nous ramène à nous-mêmes. Elle nous permet de faire l'expérience de notre être dans sa plénitude et de le savourer au-delà de tout schéma habituel. Pris dans un tourbillon de hâte et d'agressivité, nous vivons notre vie dans le conflit et l'angoisse. Nous sommes emportés par la compétition, l'avidité, le désir, la possession et l'ambition. Nous nous chargeons sans répit d'occupations et d'activités superflues. La méditation, elle, est l'exact opposé. Méditer, c'est rompre complètement avec notre mode de fonctionnement normal. C'est un état libre de tout souci et de toute préoccupation, exempt de toute compétition, de tout désir de possession et de saisie dualiste, libre de lutte intense et de soif de réussite. C'est un état sans ambition, où ne se manifeste ni acceptation, ni refus, ni espoir, ni peur, un état dans lequel nous relâchons peu à peu, dans l'espace de la simplicité naturelle, les émotions et les concepts qui nous emprisonnaient. Les maîtres de méditation bouddhistes savent à quel point l'esprit est souple et malléable. Si nous l'entraînons, tout est possible. En fait, nous sommes déjà parfaitement formés par et pour le samsara, formés à la jalousie, à l'attachement, à l'anxiété, à la tristesse, au désespoir et à l'avidité, formés à réagir avec colère à toute provocation. Nul besoin d'efforts particuliers pour générer en nous ces émotions négatives. Nous y sommes si bien entraînés qu'elles s'élèvent spontanément. Ainsi, tout dépend de notre entraînement et du pouvoir des habitudes. Consacrons notre esprit à la confusion. Nous savons parfaitement qu'il deviendra un maître ténébreux dans la confusion, expert à nous rendre dépendants
subtil et pervers dans son habileté à nous réduire en esclavage. Consacrons-le dans la méditation à la tâche de se libérer de l'illusion. Avec le temps, la patience, la discipline et l'entraînement appropriés, notre esprit graduellement se dénouera et connaîtra la félicité et la limpidité de sa vraie nature. Entraîner l'esprit ne signifie en aucun cas le soumettre par la force ou lui faire subir un lavage de cerveau. C'est au contraire acquérir d'abord une connaissance précise et concrète de son fonctionnement grâce aux enseignements spirituels et à une expérience personnelle de la pratique de la méditation. Cette méditation a pour but d'éveiller en nous la nature semblable au ciel de notre esprit, de nous introduire à ce que nous sommes réellement, notre conscience pure et immuable sous-jacente à la totalité de la vie et de la mort. Dans l'immobilité et le silence de la méditation, nous entrevoyons, puis réintégrons cette nature profonde et secrète que nous avons perdue de vue depuis longtemps, au milieu de l'effervescence et de la distraction de notre esprit. Nous sommes fragmentés en une multitude d'aspects différents. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, ni à quelle facette de nous-mêmes nous devons croire ou nous identifier. Tant de voix contradictoires, tant d'exigences et de sentiments se disputent le contrôle de notre vie intérieure que nous nous trouvons complètement dispersés et notre âme demeure vide. Ainsi, la méditation consiste à ramener l'esprit en sa demeure. Tao, resté muet jusqu'ici, demanda à Maître Fong des explications sur le comment faire. Le discours de Maître Fong était certes très intéressant pour des disciples déjà bien formés, mais Tao avait quand même un peu de mal à comprendre toutes les subtilités du langage qu'il venait d'entendre. Maître Fong transmit à son jeune élève les 3 règles d'or en usage, aussi bien pendant les périodes d'enseignement que dans l'exercice de la vie quotidienne. Le respect de ces règles permettait à chaque disciple d'asseoir les fondations et bases solides sur lesquelles il pouvait bâtir son interprétation du savoir en fonction de ses capacités propres. L'enseignement devait pouvoir servir ainsi de ciment à l'appropriation du savoir transmis. Règle numéro 1. Écouter. Savoir écouter est la qualité fondatrice lorsque le corps est en éveil. Écouter la parole jusqu'au silence pour avoir tout entendu avant d'interroger ou de s'interroger. L'écoute est le fondement même de l'apprentissage de la communication. Règle numéro 2. Observer, regarder. Savoir regarder, observer est une faculté importante pour la mémoire visuelle et la représentation personnelle d'une action, d'un mouvement, qu'il soit réel ou imaginaire. Savoir être à l'écoute et observer attentivement permet d'accéder d'une manière plus efficace à la 3e règle fondatrice. Règle numéro 3. Essayer. L'essai pratique d'un mouvement ou d'une action ne peut se faire qu'après une écoute attentive et une observation constructive de l'ensemble. Ainsi, l'interprétation de l'action pourra se mettre en place sous une forme non encore élaborée que l'on nommera essai. Aucune valeur de réussite ou d'échec n'entrera en ligne de compte. C'est ainsi que la construction de cette action de reproduction pourra trouver un objectif de correction et de réalisation adapté aux capacités de l'élève.
Tout travail physique ou spirituel qui tient compte de l'ensemble indissociable de ces trois règles pourra atteindre l'épanouissement personnel de chacun, conduisant ainsi l'ensemble du groupe, maître-élève, vers l'élaboration d'une relation harmonieuse. C'est ainsi que naturellement Maître Fong permit à Tao de trouver une ligne directrice qui allait lui permettre de démarrer son apprentissage avec sérénité et détermination.